Dans notre métier, on développe une espèce de maladie mentale qui est d'écouter tout ce qui est autour de nous, mais avec une façon complètement différente de ce que les gens normaux font. C'est une fois que je suis rentrée dans le domaine où là, j'ai commencé à apprendre à sentir, à apprendre à découvrir les molécules d'une autre façon pour développer mon odorat et puis par la suite, pour développer le goût pour les arômes. Désengager l'esprit, être dans le corps, reposer sur tous ses sens. Donc, le cheval, qui est l'ambassadeur, je crois, idéal pour prendre contact avec cette dimension-là. Chez l'être humain, il y a deux choses. D'abord, il faudrait s'habituer à penser qu'il y a une variabilité dans les sens. Il y a des sens plus développés, moins développés, selon les humains, selon les cultures aussi. Même, je dirais même les conditions climatiques. Naturellement, on est équipé d'à peu près tout. Mais c'est culturellement qu'on va les développer. Et ça, c'est la distinction entre l'animal et l'humain. Selon les époques, nos sens ont été sollicités de différentes façons. Ainsi, dans la préhistoire, l'homme devait non seulement être un fin observateur, mais il lui fallait aussi tendre l'oreille pour repérer la bête en approche. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les images se bousculent à une vitesse effarante, à tel point qu'on oublie parfois d'écouter les sons qui nous entourent. Jérôme Boiteau exerce un métier où le sens de l'ouïe prend toute son importance. C'est un métier assez difficile à définir parce qu'il est en plusieurs aspects. Il y a une partie qui est très technique, il y a une partie qui est très créative, mais en gros, ma job, c'est d'augmenter des trames sonores pour la télévision, le cinéma, pour rendre ça plus spectaculaire. Dans les sens, tout ce qui se produit, puis comment c'est reçu, c'est toujours un récit, c'est toujours un texte. Donc, on peut parler d'un texte sonore. Le bruit du vent, le bruit de l'hiver. L'hiver, là, ça fait quel bruit? Chaque scène va être abordée très différemment. Une scène banale, deux acteurs dans une pièce, là, je me dis, bon, ben ils sont où? Bonne fête, mon amour. Cette scène-là a été tournée dans un restaurant, mais pour nous donner toute la latitude au montage, on demande à tous les figurants qui sont là de ne pas bouger. En fait, de bouger sans faire de bruit, de ne pas parler, de ne pas toucher à leur vaisselle, pour ne pas polluer la prise de son des acteurs, pour nous laisser un maximum de contrôle. Ça ressemble à ça. Ça, c'est le son qu'il y avait sur le plateau de tournage. On n'entend rien, sauf les acteurs. C'est poche, mais c'est ça qu'on veut pour être capable d'avoir le contrôle. As-tu choisi? Non, pas encore, je t'attendais. Ah. Moi, ensuite, j'ajoute les éléments pour te faire croire qu'il y avait de la vie dans ce restaurant-là. Donc, on va ajouter les gens qui parlent dans le background, les gens qui rient, un petit peu de bruit de vaisselle, des gens qui accrochent, mais tout ça a été truqué par la suite. Et couche supplémentaire, la petite musique d'ambiance qui joue toujours dans le restaurant, pour que, une fois que tout ça est assemblé, qu'on ait l'impression que ça s'est passé de cette façon-là pour le vrai. Bonne fête, mon amour. Excuse-moi, la circulation, c'était... C'est pas grave. As-tu choisi? Non, pas encore, je t'attendais. Ah. Il reste combien dans le compte? 260 cakes. Oh, c'est bien correct. Je dis souvent que dans le domaine du bruitage, on est les rois du recyclage. Toutes les vieilles bebelles que les gens se débarrassent, pour nous autres, c'est une opportunité de bruitage. On recycle beaucoup de choses qui s'en iraient au vidange et on fait du son avec.
qui me stimule beaucoup dans ça, c'est de prendre quelque chose qui n'est pas supposé faire le son que je vois à l'écran. Tu as vu la petite auto bleue avec laquelle on fait une hélice d'avion. C'est vraiment ça, prendre quelque chose qui n'est pas supposé faire ça et l'appliquer à d'autres choses et te faire à croire que cette hélice d'avion-là a vraiment fait ce son-là. Jean-Philippe, Dragon Rouge jusqu'à l'impact. Stand by. Okay. En fait, on pourrait en faire 3, Jean-Philippe. Oui. Okay. On y retourne. Attention. C'est extrêmement amusant, extrêmement stimulant. Le fait de le faire soi-même, de toucher à quelque chose, de l'articuler en regardant quelqu'un, c'est plus le fun. Et 2, ça va toujours être une petite coche meilleure qu'un des 68 sons de footstep de monstre que je peux avoir dans ma banque. Là, j'ai un vrai artisan qui fait ça avec moi, qui va regarder l'image et le performer avec l'image. Ton dernier sera un petit peu plus tard que ça encore. Je me définis comme un menuisier qui a son coffre d'outils. Ça, pour moi, c'est le coffre d'outils d'un gars qui fait des meubles. Mais pour faire l'art que j'ai choisi de faire, ça me prend ces babelles-là. En simplifiant beaucoup, disons que quand j'ai commencé, technologiquement, c'était facile d'avoir 8 éléments sonores en même temps. Ces 8 éléments sonores-là, on les contrôlait manuellement. Il n'y avait pas d'assistance électronique pour les contrôler. Là, sans effort, je peux avoir 500 éléments sonores en même temps, tous contrôlés avec une centaine de paramètres, chacun assisté électroniquement en temps réel. On est ailleurs. Quand on est dans le noir, qu'on est un enfant, puis qu'on entend des bruits, ces bruits sont augmentés à la puissance X du fait qu'on ne voit rien. Et parce qu'on ne voit rien, on imagine tout. Donc, le point de vue le plus riche en vision, c'est dans l'invisible. Le penchant naturel de l'être humain, c'est sa sensibilité. C'est être sensible, les sens. Et une grande tragédie chez l'humain, c'est de devenir insensible. Et quand tu navigues là-dedans, mais là, ça demande de très, très grandes compétences relationnelles. Avoir une relation avec des animaux, ça réactive nos compétences relationnelles dans un monde qui est moins agressif et moins agressant que des relations humaines. Moi, je souhaite travailler avec des partenaires. Donc, dans ce sens-là, je souhaite un animal qui soit le plus autonome, le plus confiant, le plus capable d'aller dans la relation à l'autre, qui est curieux. Ce genre, la curiosité, l'intérêt, c'est le gage de quelqu'un qui est bien dans sa peau, quelqu'un à 2 ou à 4 pattes. Les animaux, tout comme les humains, perçoivent ce qui se passe autour d'eux grâce à leurs sens. Cette capacité d'entrer en relation en fait de précieux partenaires lors d'interventions thérapeutiques. Dans le cadre de son travail d'intervenante en zoothérapie, la psychologue Emmanuelle Fournier-Chouinard a développé une approche qui utilise l'univers sensoriel afin de créer des liens bénéfiques pour les personnes en difficulté.
Les personnes en besoin, souvent, se retrouvent dans la situation de patients passifs qui reçoivent. Or, dans les comportements de base de l'être humain, on est des animaux de groupe, des animaux sociaux. Il y a cette nécessité-là d'entrer en relation à l'autre dans un mode de prise de soin. L'animal nous permet ça et on peut penser à tous les éléments en lien avec l'estime de soi, la confiance en soi qui en découle à ce moment-là. Je bouge ça. Ça, genou. La zoothérapie est peut-être une thérapie nouvelle, mais c'est surtout un mot nouveau pour une pratique ancienne. Le lien avec les animaux est très, très ancien. Puis il y a quelque chose qui est ancien, qui est profond chez l'homme, c'est son lien avec les animaux. Soit pour les avoir domestiqués, soit pour les avoir chassés, mais surtout beaucoup les imaginer, les connaître intimement, être proche. Et puis il y a des animaux qui ont été faits sur mesure par l'évolution pour faire du bien à l'âme. Excellent, bravo! Simon, on le voit dans les activités, c'est un petit garçon qui est à la fois brillant, à la fois très énergique et à la fois extrêmement sensible, qui est un alliage qui peut faire de grandes choses, mais qui est difficile à gérer lorsqu'on est un tout petit. Parce que quand on gigote, parfois, dans nos classes actuelles, c'est quelque chose qu'on peut beaucoup se faire reprocher. Et là viennent les séquences d'échecs qui rongent sur l'estime de soi. Faire trop confiance parce que... Simon, c'est un garçon qui est très social en partant, qui adore, il aime beaucoup être entouré, puis ça. Puis c'est un gars en même temps qui est renfermé, puis qui garde beaucoup de choses en dedans de lui. Fait qu'il gardait beaucoup de frustration, puis... il sortait ça en rage. Fait que, un moment donné, à l'école, il est arrivé quelques incidents qu'il a agi sur l'instinct comme ça, puis il a fait des choses qui n'étaient pas correctes. Fait que nous autres, on a décidé là, de consulter, voir ce qu'il en était, pourquoi les frustrations qu'il y avait, puis tout ça. Ah oui! OK, t'es bonne! As-tu pogné ton pouce au passage, non? Avec Simon, lorsque je le mets en relation avec Maal la tortue, ça devient intéressant. Et là, on va travailler les enjeux de centration de l'attention, évidemment, puis les enjeux aussi de persévérance, ne pas lâcher quand ça marche pas. Parce qu'à un moment donné, elle essaie de monter sur le bord du bassin, et là, on veut qu'elle sorte au complet, plus difficile. L'impact positif de « je travaille, je réussis pas », parce que c'est ça, hein, se confronter dans la relation à l'animal, se confronter à l'adversité et, à un moment donné, réussir. Je pense que mission accomplie. Quand on travaille les aspects liés au monde des sensations, c'est pas facile pour tous, loin de là. Ça prend un certain exercice que de descendre suffisamment dans son corps pour pouvoir éprouver de l'intérieur toutes les micro-sensations et bien monter le volume de cette sensibilité. La voie royale pour ça, le partenaire de choix, le guide, je dirais, c'est le cheval, parce que cet animal de proie est très, très gros. Okay? Lorsque je suis un animal de proie, je souhaite être extrêmement sensible. Alors, dans ce sens-là, si j'ai peu de contact avec ma propre sensibilité, je peux solliciter ce gros cheval-là qui va en générer de la sensation. Super! Ah, regardez! Regardez! Vous l'avez vraiment intéressé. Elle dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent, ceux-là? Qu'est-ce qui fait un bon intervenant en zoothérapie? On doit avoir cette curiosité pour l'autre, pour le territoire de l'autre, pour les stratégies de l'autre, pour aller vers l'autre. L'animal ne ment pas. Hein? Si on dit « c'est merveilleux, l'animal va refléter le comportement interne du patient », il va refléter aussi ce qui se passe à l'intérieur de l'intervenant. Alors, je ne peux pas, quand je suis en intervention en zoothérapie, me retrancher derrière mon pad de notes, là, comme la caricature, mettons, du psychologue. Impossible, parce que lui, il va le dire si moi, je ne file pas.